Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit topo sur le rapport de Bank of America. Anciennement c'était Merrill Lynch, mais comme ils se sont fait racheter. Donc vous le savez, si vous me suivez un petit peu, j'aime bien ces rapports-là. Je me méfie toujours un petit peu de ce que peuvent dire les analystes, puisque c'est un petit peu, il y a toujours à boire et à manger globalement, et je me méfie toujours, je fais toujours attention si vous voulez aux analystes qui n'investissent pas leur propre argent ou qui ne sont pas investis via des fonds, etc. sur les marchés, puisque ça revient finalement à du commentaire sportif. Donc c'est toujours un petit peu en mode après-coup. Par contre, un des rapports que j'adore, c'est celui justement de Bank of America. Alors celui-là, il date un peu, vous voyez, la date est du 21 avril, mais globalement, ensuite, je vais prendre des extraits du rapport qui est sorti là, il y a quelques jours, mais globalement, c'est toujours... Rien ne change du jour au lendemain, hein. Il y a des événements, bien entendu, mais je pars toujours du principe que les tendances de fond, si vous voulez, elles sont déjà là et elles maturent au fur et à mesure, et ensuite vous avez des événements qui vont venir accélérer un certain nombre de phénomènes. Mais globalement, donc, si on regarde ce rapport de la dernière fois, j'ai encadré ce qui pour moi me paraissait important. C'est déjà, on relève, bien entendu, qu'on a des sorties de capitaux. Donc que ce soit, on sort même, je veux dire, des capitaux, donc de l'obligataire forcément, et des actions, donc on voit quand même 17 milliards sortis, c'est les plus gros en year to date, c'est les plus grosses sorties. Donc c'est ce dont il faut bien se rappeler, et le rapport de Bank of America va également le dire plus tard. C'est premièrement que d'ici la fin de l'année, les profits des sociétés vont être revus à la baisse, voire même pour certaines d'entre elles vont arriver en territoire négatif. Il faut savoir aujourd'hui que les analystes, alors pas mal de résultats sont tombés depuis, mais globalement les analystes étaient très positifs et continuent de l'être, mais évidemment avec la hausse des taux, avec l'inflation, ça commence à impacter ça commence nettement à impacter le consommateur. Ce consommateur, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment une grosse divergence entre les Américains et les Européens. Le consommateur américain, lui, il a quasiment bouffé l'intégralité de l'épargne, du surplus d'épargne qu'il avait grâce au Covid. Donc à partir de ce moment-là, on commence à manquer. On commence à avoir des statistiques économiques qui sortent toujours en expansion, mais de manière plus réduite. Donc on sent qu'on arrive, autant on parle du pic d'inflation, autant on arrive au pic de croissance également. Et donc évidemment le marché de l'emploi continue à être très bon, et on continue d'avoir à peu près 10 millions d'emplois qui ne sont pas pourvus aux États-Unis, mais à côté de ça, on a toujours énormément de retraités qui ont pris leur retraite plus tôt parce que ils ont également pris du collatéral pour pouvoir faire des achats immobiliers, etc., vis-à-vis de leur portefeuille action. Donc il ne faut pas omettre également que dès que vous allez avoir une baisse du marché action de 10, 15, 20%, ça pique non seulement pour ces 20%-là, mais ça pique surtout puisque ces portefeuilles actions ont servi de collatéral pour un paquet de prêts et un paquet de choses. Alors on n'est pas au niveau des subprimes, hein. L'idée n'est pas de dire ça, et je pense que je ferai une vidéo également sur l'immobilier, parce que forcément on fait énormément de raccourcis actuellement à se dire que forcément la hausse des taux va engendrer une baisse des prix de l'immobilier. C'est pas forcé, c'est pas aussi catégorique que ça, et je pense qu'il faut peser le pour et le contre, et j'espère avoir le temps globalement pour essayer de vous donner toujours cette vue d'ensemble et cette objectivité avant de faire votre propre opinion et votre propre choix. Et pour moi, voilà, ce qui est très important de bien comprendre, évidemment, c'est qu'à un moment donné, ce ralentissement économique, même s'il va se faire graduellement, il a lieu, même si il est sur un court espace de temps. C'est ça aussi qui est très important, c'est non seulement de se dire l'inflation, la décroissance, oui, mais éventuellement même le gros mot de stagflation qui ressort, ou de récession. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est, ok, mais quel est l'ordre de grandeur? Parce qu'il y a stagflation et stagflation. Je veux dire, stagflation des années 70, c'est quelque chose, mais vous pouvez très bien avoir une stagflation qui est très court terme et qui, ma foi, ne va pas être une énorme stagflation non plus. C'est-à-dire que vous n'avez pas un gros différentiel entre une inflation qui reste haute et élevée et une croissance qui redevient plus que molle, mais vous passez directement en mode dépression. Je veux dire, on n'y est pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire le parallèle aujourd'hui avec les années 70. Vous le savez, si vous me suivez, ça fait un an globalement où je pense que le parallèle, il faut le faire
avec la sortie de la Seconde Guerre mondiale et le plan Marshall, et donc où on était également dans les mêmes dispositions qu'actuellement. Donc l'économie aujourd'hui n'est pas du tout dans le même niveau de santé qu'à la fin justement des années 70, où on était en manque de productivité, on était limite en dépression globalement, et donc vous aviez une inflation forte, avec une économie de toute façon qui ne produisait pas. Donc c'est ça aussi où il faut faire très attention, de ne pas tout mélanger et de ne pas aller trop vite en besogne. Donc ce qui nous intéresse, voilà, c'est de se dire, on est en décroissance, et on a deux pôles, c'est-à-dire que on sait très bien que la Banque Centrale Européenne ne fait rien pour l'instant, donc n'augmente pas ses taux, et la Banque américaine est en mode un petit peu panique, ou en tout cas elle donne l'impression de l'être, en mode, voilà, j'essaye de courir un petit peu, mais vous avez les mid-terms, donc c'est-à-dire en gros jusqu'à novembre, c'est là où ça va nous intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est justement une fois qu'on va commencer à arriver au mid-term, et donc combattre l'inflation, c'est très important pour les élections de mid-term. Une fois qu'on a fait ça, globalement, évidemment que les banques centrales sont pieds et poings liés, puisqu'elles ne peuvent pas augmenter les taux trop forts, sous peine évidemment de tuer la croissance, et dans un monde qui s'est énormément endetté, et dont les taux et les coûts de cette dette sont en train d'augmenter par l'augmentation des taux, eh ben, on est obligé de contrôler ça pour éviter qu'on ait fait tout ça pour rien, globalement, c'est-à-dire d'avoir ouvert les vannes et d'avoir fait de la MMT globalement en donnant son petit chèque à tout le monde, pour finalement se tirer une balle dans le pied 2 ans plus tard, en disant oui, on laisse faire l'inflation parce que ça permet de résorber un petit peu la tête, mais là maintenant on est en train de courir après, donc les taux réels recommencent à être moins négatifs, voire vont commencer à être positifs, et donc du coup on asphyxie toutes ces boîtes qui se sont refinancées et qui auront besoin de se refinancer dans les années à venir à des taux qui seront plus élevés. Donc il y a tout ça qui est à prendre en compte aujourd'hui, et clairement, on sait très bien que l'objectif numéro 1 d'une banque centrale, c'est l'inflation, mais son objectif, c'est surtout la stabilité des prix. Donc ce qui est bien important de comprendre, c'est que malheureusement, normalement les banques centrales sont indépendantes, mais là ce que l'on voit aux États-Unis, c'est que quand même on a une grosse pression politique par derrière. Donc moi ce qui va vraiment m'intéresser, c'est en gros jusqu'à novembre, ok, mais à partir de novembre, c'est l'idée certainement que la Fed n'ira pas au bout de sa politique et de son calendrier actuel d'augmentation des taux, tout simplement parce que on aura, aujourd'hui on commence à avoir des pré-signaux, mais je veux dire, c'est un éléphant, hein, donc ça, un paquebot, donc ça, avant que vous tournez le gouvernail, mais avant que réellement vous ayez un impact sur votre direction, il se passe des mois et des mois. Donc ce n'est la politique de la Fed, le redressement des taux qu'il va y avoir ce soir, etc., ce n'est que dans 6 mois, 9 mois qu'on aura réellement le vrai impact. Et évidemment, il faudra éviter cet effet ciseau, qui est d'avoir à la fois l'impact de l'augmentation des taux sur l'économie, et donc on évite la surchauffe économique, et donc c'est la partie transitoire de l'inflation qui baisse, et c'est là évidemment où vos taux réels négatifs recommencent à passer en positif, et le fait que voilà, vous ne pouvez pas vous permettre non plus sur ce niveau économique et face à cette inflation, de laisser les taux longs notamment augmenter à plus de 4 ou 5%, qui serait normalement leur niveau normal, je dirais, avec l'inflation actuelle. Donc vous ne pouvez pas vous permettre ça parce que vous asphyxiez complètement vos entreprises. Donc l'investissement, l'endettement, le coût de la dette, et donc tout le reste, évidemment. Donc on comprend bien là qu'on joue globalement en mode équilibriste, rien de neuf, mais on joue le timing. Donc pour des raisons politiques, est-ce qu'on se tire une balle dans le pied? Ça, malheureusement, on saura que dans 6 mois. Mais historiquement, ce dont on se rend compte, c'est plus les banques centrales prennent des décisions, et plus évidemment elles prennent le risque de se planter. Comme un investisseur, plus vous prenez de décisions, et plus au niveau des probabilités, forcément, vous avez un risque supérieur de vous planter. Donc là, voilà, c'est ça pour moi qui est à retenir. Donc ce qui est à retenir également, c'est qu'on a des sorties de capitaux. Donc pour globalement des sorties fortes, pour la première fois depuis de nombreux mois. Depuis ce début d'année, on commençait déjà à avoir des sorties de capitaux, mais là ça s'est accéléré. Donc il y a cet effet panique également, il y a cet effet forcément
comme on a rogné notre épargne, vous avez de l'inflation exactement, donc on va également puiser dans notre capital, et vous avez énormément de fonds, de hedge funds, de fonds, etc., qui sont tout simplement investis complètement. Donc c'est-à-dire que s'ils doivent faire face à des retraits massifs de capitaux, ils sont obligés de vendre des trackers, des actions, et ça ne fait pas dans le détail, pour pouvoir rembourser leurs clients. Donc il faut faire cette histoire de flux, c'est très important, parce que même si votre marché, vous avez l'impression qu'il est pas cher, qu'il est sous-valorisé, etc., si vous avez toujours des gens qui sont en train de vendre, justement, de pousser, de vendre leur part de fonds ou de trackers pour pouvoir payer autre chose, le marché va continuer d'avoir une pression vendeuse sur lui-même. Donc ça, c'est pour moi quelque chose de très important à comprendre, et c'est ce qu'on retrouve également dans ce rapport de Bank of America. C'est bien de nous parler que vous avez énormément d'argent qui est rentré en mode FOMO sur les marchés, surtout à partir de fin 2020 jusqu'à la moitié de 2021, avec des montants records qui sont rentrés sur le marché. Et qui sont peu ou prou, alors Bank of America nous dit, ils sont peu ou prou rentrés à un prix moyen du S&P à 4100 points, 4150 points. Ce qui veut dire qu'en gros, le moment où ça commence à leur faire mal parce que l'économie commence à être chancelante, leurs réserves d'économie post-Covid commencent à se réduire, éventuellement ils commencent à être en moins-value latente par rapport à l'investissement de 2021, c'est le moment, à quel moment les gens commencent à avoir un petit peu mal, ont potentiellement mis leur portefeuille en collatéral de leur départ en retraite, du fait qu'ils se donnent du temps pour chercher un nouveau job, etc. Il faut bien faire attention à tout ce qui est statistique de chômage également. Vous avez énormément de gens aujourd'hui qui, grâce au Covid, en fait, avaient des réserves, etc. et se sont donné du temps pour retrouver un boulot, pour essayer de trouver mieux payer, autre chose, et changer de vie. Donc il ne faut pas croire que ces personnes-là sont complètement sorties du système. Éventuellement, vu que leur épargne se résorbe, si elles ne trouvent pas mieux, elles reviendront sur le marché de travail et elles viendront compléter les différentes annonces qui pour l'instant sont en déficit. Donc il y a ça aussi, cet équilibre en fait. Ce qu'il faut bien se dire actuellement, c'est que on n'est pas en train de rentrer dans une crise. On est en train de rentrer dans une normalité, dans une normalisation. Ce qui n'était pas normal, c'est notre sortie de crise. C'est un plan Marshall. Donc pour moi, c'est pour ça que je fais vraiment le parallèle avec la fin de Seconde Guerre mondiale. Et donc là, on est en train de normaliser dorénavant. Et ça, c'est sain pour moi, c'est normal. Ce qui est important, c'est les décisions qui sont prises maintenant, si vous voulez, elles auront un impact que dans 9 mois, dans 12 mois, et il faut éviter, évidemment, qu'elles aient un impact trop fort, et que donc cette normalisation qui est saine, de par justement un petit peu trop de bougeottes, un petit peu trop de décisions, on la casse. C'est ça globalement le risque actuel. Et donc le niveau qui peut commencer à faire mal, en gros, c'est un S&P en dessous des 4000 points pour Bank of America, c'est-à-dire à partir du moment où le S&P descend en dessous des 4000 points, c'est pas la panique, mais il peut y avoir justement un surplus de flux sortants qui peuvent mettre la pression sur le marché. Et là, vous savez, c'est l'engrenage, c'est l'effet boule de neige. La problématique, c'est que vous tenez, et puis le marché baisse, puis à un moment donné, vous arrivez à votre niveau où vous ne pouvez plus tenir et vous-même vous lâchez l'affaire. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre pour moi dans l'importance des flux, et c'est ça qui ressort beaucoup également des rapports de Bank of America. C'est certainement un biais de confirmation, bien entendu, parce que je pense que c'est important. Quand je le lis dans un rapport, je trouve ce rapport bien, c'est normal. Donc voilà, il faut aussi être objectif et prendre en principe ce genre de biais. Ensuite, vous avez pas mal de charts dans ces rapports-là qui sont intéressants. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. On va se focaliser sur le dernier rapport et sur quelques charts justement pour appuyer tout ce que je viens de vous dire. Voilà, donc dans le dernier rapport de Bank of America, c'est ce que vous pouvez voir ici. Bon, ils font le hiatus évidemment, que le mois d'avril était sanglant, blablabla. L'obligataire également, alors c'est là où c'est très intéressant parce que je pars du principe également que si le marché commence à avoir peur et aller en dessous des 4000, hein, c'est ce qui ressort ici, vous voyez. En gros, ils partent du principe que en dessous des 4000 ça commence à faire mal et on commence à avoir des flux qui veulent sortir en plus. Ce qui part du principe également, c'est qu'en gros, l'obligataire redevient une protection. Il n'y avait pas d'alternative jusqu'à maintenant, il n'y a toujours pas d'alternative pour moi, on continue d'être en taux réel négatif, mais globalement, si le marché anticipe que l'économie va se dégrader
Et donc une partie de l'inflation va se résorber, donc les flux les taux réels vont redevenir positifs ou pas loin, et globalement avoir aux US, on parle vraiment aux US, du 3% annuel de coupons, ça vous crée quelque part une certaine protection. Et donc éventuellement un retour de quelques flux sur l'obligataire, donc on commencerait à ce moment-là à anticiper avec les taux réels qui redeviendraient positifs, que les obligations peuvent avoir à nouveau être intéressantes et avoir des flux entrants, ne serait-ce que pour une partie d'un portefeuille un peu plus sécurite, en attendant d'y voir un petit peu plus clair. Et donc du coup, si vous avez des flux en gros qui reviennent sur l'obligataire, bon, le prix des obligations peuvent remonter, mais c'est surtout des flux également qui doivent bien partir de quelque part, et ils partiront des actions, parce que c'est essentiellement les actions qui ont attiré, de par le fait qu'il n'y avait pas d'alternative, la plupart des flux. Donc ça aussi, voilà, c'est des choses à prendre en considération, les flux, et l'importance des flux. Sinon, globalement, il remonte sur le fait que les États-Unis sont toujours recherchés, le dollar est fort, globalement, mais qu'il ne faut pas sous-estimer les autres pays, qu'on pourrait avoir une rotation géographique également, à partir du moment où le dollar commencerait à faiblir un petit peu, on aurait une sortie des capitaux. Globalement, je pars du principe que pour moi, tant qu'il y a les confinements en Chine et tant qu'il y a la guerre en Ukraine, les États-Unis restent quand même un petit peu la sécurité, et c'est ce que l'on voit avec la hausse du dollar, et le fait que les États-Unis baissent en effet, enfin c'est surtout vrai pour des valeurs de croissance, mais continue d'avoir pas mal de flux, ce qui fait qu'on continue à avoir pas mal de rebonds. C'est assez nerveux, c'est assez volatile, mais on continue à avoir quand même de la force, parce qu'il y a du volume, parce qu'il y a du cash, parce que globalement le reste du monde continue aujourd'hui à être sur les États-Unis, parce que c'est un petit peu la protection. Par contre, à partir du moment où éventuellement on n'a plus les confinements en Chine et où la guerre se termine, enfin faut le sauter évidemment pour les civils le plus rapidement possible en Ukraine, ça peut permettre en effet d'avoir un petit peu un rabattage de cartes. Mais bon, on voit là encore une fois les États-Unis qui sortent renforcés de la crise du Covid, renforcés de la guerre en Ukraine, l'Europe, je vous laisse terminer. Mais il ne faut pas sous-estimer pour moi, globalement. Donc là, il y a un petit topo, vous le voyez, sur le fait que les obligations se font complètement démonter. La dernière fois où c'est arrivé à peu près dans les mêmes proportions, le plan Marshall, les années post-guerre. Donc c'est important de bien comprendre pourquoi on a besoin d'investir, le monde est endetté, vous êtes en ruine, alors on n'est pas en destruction totale comme à la Seconde Guerre mondiale, mais globalement on pousse également à acheter américain. Voilà, toute relation avec la réalité évidemment est totalement fortuite. Donc ce qui est important de bien comprendre un petit peu, c'est la situation. Et de faire bien attention, de ne pas comparer, je serais tenté de dire, avec les années 70. On n'est pas du tout, pour moi, dans les mêmes dispositions économiques à ce stade-là. Donc, où il y avait eu des chocs pétroliers, etc. Oui, il y a des chocs inflationnistes, c'est clair et net, bien entendu. Mais je ne pense pas que c'est comparable. Et je continue pour moi de comparer à la Seconde Guerre mondiale, où vous aviez des chocs d'offres, c'était essentiellement des chocs d'offres, alors que même si vous avez eu les chocs pétroliers, vous aviez également un choc de demande dans les années 70. Vous avez eu les chocs pétroliers, mais vous avez aussi un choc de demande parce que l'économie était complètement au ras des pâquerettes, jusqu'à ce qu'évidemment on ait Volcker qui commence à arriver, on a du Bretton Woods, du Volcker, etc. Et bon, je ne vous fais pas un dessin, vous parlez à vos parents pour savoir un petit peu quels étaient les taux d'inflation et surtout les taux d'emprunt, et le taux du livret A à l'époque, mais qui même s'il était très élevé, continuait de vous faire perdre de l'argent, puisque l'inflation était elle également plus élevée. Et c'est là où on fait le parallèle entre les US et la France, par exemple, où aux US, en gros, on est revenu à des capacités d'épargne qui étaient celles qui étaient pré-Covid. Donc en gros, on a bouffé tout ce qu'on avait mis de côté pendant l'époque Covid. En France, par contre, on est sur des niveaux qui sont encore historiquement hauts. Donc il y a encore énormément de cash, énormément de réserves. Et la majorité des gens mettent ça sur livret A, compte chèque, évidemment, et puis ensuite l'assurance vie. Donc là aussi, il y a quelque chose, et le PER, je pense aussi, qui est très important. Donc là aussi, il y a des éléments à prendre en compte, c'est qu'on reste aujourd'hui dans une politique accommodante en Europe. Alors, la Banque Centrale Européenne va certainement
réagir, mais elle a encore moins de marge de manœuvre que la Banque centrale américaine. Donc là, on resterait sur des taux réels négatifs. Mais par contre, on va avoir un impact sur l'économie certainement plus fort également, du fait que le dollar est fort, on importe de l'énergie. Donc c'est compliqué, c'est bien pour nos exportateurs. Finalement, l'euro faible, c'est un atout quelque part pour continuer d'exporter, etc. Donc pour soutenir un petit peu cette économie d'exportation. Mais c'est un préjudice vis-à-vis de l'énergie que l'on importe. On verra si c'est une question durable, long terme ou pas. Mais voilà un petit peu schématiquement sur ce rapport-là de Bank of America, je pense la typologie de ressortir quelque chose et derrière d'architecturer un petit peu votre scénario macro. Et c'est important de ne pas se faire noyer, je dirais, par les mouvements de court terme. Tout ce qui est guerre en Ukraine, tout ce qui est confinement en Chine, ce sont des éléments de court terme, hein, dans un esprit macro, donc ça peut durer évidemment plusieurs mois, mais c'est court terme d'un point de vue macro, parce que évidemment vous avez des choses qui se déplacent très lentement, mais voilà, ça ne change pas votre scénario de plus long terme, hein, tout ce qui est transition énergétique, etc. etc. On rentrera, peut-être je ferai d'autres vidéos. La prochaine, j'essaierai de faire sur l'immobilier, puisqu'évidemment, avec la montée des taux, on enfonce des portes ouvertes en disant tout de suite que l'immobilier va se casser la gueule. C'est pas qu'une question de taux, hein, de salaire évidemment, ce genre de choses-là, bien entendu, c'est un vent contraire, mais il y a d'autres éléments qui sont à prendre en compte et on en parlera dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les suivantes et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me ferai une joie de les lire et de vous répondre. Excellente journée à vous les graphes, à la prochaine vidéo. Salut!